Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui va parler aujourd'hui d'absentéisme par le management des risques. Donc, avant de commencer, peut-être vous présenter, faire un très léger tour de table des personnes qui vont participer aujourd'hui. Alors, je vais être mal poli, je vais commencer par moi, puisque j'ai la parole. Donc moi, je suis Régis Douveau, je suis responsable management des risques RH pour le groupe Reliance. Donc je m'occupe de l'ensemble des solutions de services de prévention et de pilotage que l'on met à disposition des établissements hospitaliers. Donc je serai accompagné aujourd'hui de Madame Marie Gabory, qui est directrice adjointe en ressources humaines de l'UCH de Grâce de Monaco, à Monaco, comme son nom l'indique. Bonjour. Et je serai accompagné d'Aurélien Seune, qui est manager des risques pour les établissements hospitaliers pour le compte du groupe Reliance. Bonjour. Un petit mot juste sur Reliance, même si j'imagine que vous connaissez, mais donc Reliance, c'est un acteur mutualiste européen en assurance et en management des risques et qui propose des solutions, en plus de ces solutions d'assurance, qui propose aussi des solutions en prévention et pilotage. Et aujourd'hui, ce qui va nous animer, c'est vraiment de parler du sujet absentéisme avec vous. Quelques petites informations avant de démarrer plus concrètement. Tout d'abord, vous êtes certainement à l'aise avec les webinaires. Ce n'est pas la première fois que vous en faisiez, mais vous pourrez communiquer avec nous, notamment par un petit onglet qui s'appelle Chat en bas à gauche de votre écran. Et puis, vous pouvez nous poser aussi des questions, toutes les questions que vous voulez vous poser. Donc, je vous recommande de les mettre dans l'onglet questions aussi que vous avez en bas à droite de votre écran, ce qui nous permet de bien isoler les questions sur le reste des échanges que vous pouvez avoir. N'apparaissent pas à l'écran, mais qui sont quand même présentes deux personnes de notre service communication qui seront là aussi pour vous guider si jamais vous avez des difficultés avec le son, avec l'image ou quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, donc on va échanger avec vous pendant une petite demi-heure sur notre vision de comment on peut travailler sur l'absentéisme par le management des risques. Et puis, nous aurons le témoignage de Madame Gabory sur un dispositif qui a pu être mis en place sur son établissement. Donc, comme tout bon webinaire qui se respecte, eh bien, il y a un petit support qui vient illustrer nos propos. Et donc, au-delà des quelques petits propos introductifs que j'aurai, Aurélien vous parlera ensuite plus particulièrement de comment mener en place une démarche sur l'absentéisme, et puis on finira par le témoignage de Madame Gabory. Donc, dans un premier temps, pour commencer, je voulais juste revenir, puisqu'on parle de maîtriser l'absentéisme par le management des risques, il me paraissait peut-être important de repréciser ce que nous on entend par management des risques, qui n'est pas forcément une notion qui est si évidente que ça. Donc, quand on va parler management des risques chez Reliance, en fait, on va parler finalement de trois choses. C'est une vision 360 où l'idée, c'est dans un premier temps, mettre en place tous les dispositifs qui permettent de bien analyser la situation. Donc là, puisqu'on parle plus spécifiquement de l'absentéisme, eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène d'absentéisme? Quels sont les outils de mesure? Quels sont les indicateurs que l'on met en place pour bien comprendre le phénomène dans vos établissements? Une fois qu'on a analysé, c'est bien, c'est une première étape, mais ça ne suffit pas, bien entendu. Il faut pouvoir se mettre en action, et donc c'est vraiment la deuxième phase sur laquelle on va travailler, c'est anticiper comment est-ce qu'on va mettre en place des dispositifs qui permettent de faire en sorte que de nouveaux absentéismes ou de nouvelles situations d'absence ne se reproduisent pas. Comment est-ce qu'on anticipe? Comment on fait en sorte que les événements ne se produisent pas? Malheureusement, ils vont se produire, eh bien, il va falloir accompagner les personnes qui vont subir ces événements, et donc c'est ce que l'on va mettre dans cette catégorie qui s'appelle ici réagir et limiter l'impact. Et ça ne fonctionnera bien sûr que si on met en place un système de monitoring qui fait qu'on évalue en permanence si les actions, soit d'anticipation, soit de réaction, fonctionnent dans le temps. Alors, ça, c'est une démarche management des risques qu'on va appliquer
au sujet d'absentéisme aujourd'hui, mais qui fonctionne sur n'importe quel risque sur lequel on peut travailler avec vous. Donc si on applique cette méthode, enfin, si on parle management des risques et si on l'applique au terme risque RH, alors risque RH, c'est pas forcément le terme le plus joli du monde, mais si on applique cette notion de on regarde les risques, comment est-ce qu'on les analyse, comment on les anticipe, comment est-ce qu'on réagit et limite l'impact, qu'est-ce que ça veut dire si on s'empare du sujet RH. Donc on a posé un certain nombre de convictions pour vous accompagner. Ces convictions se basent avant tout sur les enjeux auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Donc on les a résumés en trois enjeux. Le premier enjeu, je ne vais pas vous apprendre grand-chose quand je vous dis que le premier de vos grands enjeux, c'est comment faire en sorte d'attirer du personnel. Enfin, vous connaissez mieux que nous, puisque vous vivez au quotidien les difficultés que vous pouvez avoir pour remplir tous les postes nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Donc, recruter les bons professionnels, au-delà de gérer l'absentéisme, c'est aussi s'appuyer sur l'image interne et externe de votre organisation. Comment est-ce que les caractéristiques du poste aussi font qu'on ait envie de venir ou pas. Les conditions de travail sont un vrai sujet, la rémunération, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, vous le constatez au quotidien, on a une pénurie de personnel. C'est 15 000 postes d'infirmiers et 5 000 postes d'aides-soignants qui seraient vacants. On note aussi qu'on a une moyenne d'âge qui est élevée, qui est pas la plus élevée de la fonction publique, mais qui est quand même à 42 ans, et qui est en augmentation, donc qui génère notamment de l'absence, puisque plus on va avancer dans l'âge, plus on va avoir des absences longues, donc des postes nouveaux à pourvoir avec les difficultés que vous avez pour recruter. Donc le cercle vicieux sur lequel on a tous l'ambition de sortir. Deuxième sujet sur lequel vos enjeux sont forts, c'est au-delà d'attirer les personnels, comment est-ce que je les engage au quotidien. C'est toute la notion de sens que l'on met au travers ce mot d'engagement. Alors le sens du travail, bien sûr, les personnels l'ont. Quand on regarde nos études, on s'aperçoit bien que il n'y a pas de remise en question sur le sens général de la mission qui est portée de soigner les gens, mais plutôt sur la façon dont on le fait au quotidien. Et donc toutes soit le temps qu'on ne peut pas prendre pour accompagner les personnes, soit les matériels qui n'existent pas, soit les process qui sont défaillants. Enfin, vous connaissez tous ces sujets. Et donc, au travers du sens, travailler sur le sens, c'est tous les sujets de la reconnaissance au travail qui sont questionnés ici. C'est aussi tout le sujet du management et comment est-ce que le management au quotidien peut donner du sens auprès de ses équipes, puisque c'est lui qui gère au quotidien le travail, le planning et puis toutes les difficultés auxquelles il est confronté. C'est aussi la qualité des relations sociales qu'on va mettre derrière ces sujets et bien sûr les conditions réelles du travail. Donc on l'a un petit peu abordé jusque-là, mais le taux d'absentéisme est une des conséquences de cette perte de sens. Ça peut être une des raisons de le perte de sens peut être une des raisons d'un taux d'absentéisme qui est assez élevé, qu'on estime aujourd'hui à environ 10% pour les établissements publics de santé et 13% pour les établissements socio-médico-sociaux. Un taux d'absentéisme de 10%, ça signifie que sur un effectif de 100, c'est 10 personnes qui manquent le matin à l'appel. Donc taux d'absentéisme qui sont relativement élevés. Etc., etc., etc. Pour finir sur les enjeux, dernier enjeu auquel vous êtes confrontés, fidéliser les personnels. Parce qu'au-delà de les attirer, au-delà de faire en sorte que
qui continuent à trouver du sens au travail au quotidien, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils restent aussi dans l'établissement. Et ici se pose toute la question des sujets autour du développement des compétences. Comment est-ce qu'on travaille sur les parcours professionnels tout au long de la carrière? Un chiffre qui n'est pas cité ici, mais qui avait été publié, qui parlait qu'une infirmière, en moyenne, restait 10 ans en poste dans l'hôpital public. Au bout de 10 ans, il y avait un turnover sur les infirmières. Donc, se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que ce turnover n'existe pas ou n'existe plus. Et donc, la question des parcours professionnels, la question des équilibres vie professionnelle, vie privée, qui peuvent être des réponses, et sachant que l'allongement des carrières et le recul de l'âge de départ à la retraite vient accentuer un petit peu ces enjeux. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce que vous vivez aujourd'hui, on s'est forgé un certain nombre de convictions. Et la première de ces convictions, lorsque l'on veut travailler sur le sujet RH, et si je reviens à mon sujet de risque RH, eh bien, la première des questions qui se posent, c'est en quoi les RH sont un risque pour la délivrance des missions d'intérêt général, qui sont la délivrance du soin pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux. En quoi les RH contribuent au fait que la délivrance se passe bien. Et donc, on y a mis trois sujets. Le premier sujet, pour que la délivrance se passe bien, il faut que les personnels soient disponibles. Donc, c'est une évidence. Mais derrière, on y met tous les sujets de l'absentéisme, comme on va l'aborder aujourd'hui, mais tous les sujets aussi des conditions de travail, tous les sujets du maintien dans l'emploi, comment faire en sorte que les personnels qui sont en restriction d'aptitude continuent à avoir un rôle à jouer dans l'établissement, donc, et faire en sorte qu'ils soient toujours disponibles pour l'établissement. Donc ça, c'est le premier sujet, avoir le personnel disponible au quotidien, mais c'est aussi du personnel compétent. Et donc là, se pose toute la question de l'intégration, mais aussi de la formation tout au long de la carrière. Et puis dernière conviction, eh bien que pour que la délivrance des missions d'intérêt général se passe bien, il faut qu'ils soient disponibles, compétents, mais aussi engagés. On en a un petit peu parlé avant, donc reconnus dans leur travail, avec un management performant et avec la reconnaissance nécessaire. Et donc, en chapeau, la qualité de vie et conditions de travail est forcément une réponse à beaucoup de ces enjeux. Ça, c'est la première des grandes convictions qu'on s'est forgées. Donc, pour que ça fonctionne finalement dans vos établissements, il faut que vous ayez des gens disponibles, compétents et engagés. Et si on veut travailler pour qu'on ait des gens compétents, disponibles et engagés, eh bien, il va falloir travailler à tous les étages de l'organisation, que ce soit sur les individus, les managers et puis le top niveau de l'organisation, pour faire en sorte que le sujet RH ne soit pas simplement un sujet du DRH, mais c'est un sujet de l'ensemble de l'établissement. Et puis, si on veut, dernière conviction, et puis on parlera plus particulièrement d'absentéisme ensuite, dernière des convictions, si on veut agir en manager des risques, eh bien, il faut pouvoir analyser, c'est ce qu'on évoquait juste avant, et analyser, ça veut dire avoir de la donnée, avoir de l'information pour comprendre qu'est-ce qui se joue en termes de risque d'indisponibilité, qu'est-ce qui se joue en termes de risque d'incompétence, qu'est-ce qui se joue en termes de risque de désengagement, et puis de la donnée pour mesurer l'impact de tout ça. Ceci étant dit, si on affine un petit peu et qu'on regarde derrière ce risque d'indisponibilité, et d'absentéisme, de quoi parle-t-on? Derrière l'absentéisme, on peut mettre plusieurs choses. Ou derrière les absences, on va pouvoir mettre plusieurs choses. Alors, pêle-mêle, on peut y mettre les congés annuels, les congés parentaux, les absences pour révision concours, les absences de formation, la mise en disponibilité, le congé syndical. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment les absences pour raison de santé. Dans l'ensemble des absences que vous pouvez avoir au quotidien, le focus que l'on fait, et lorsqu'on citait le chiffre de 10% 10% de taux d'absentéisme dans les établissements hospitaliers, on parle bien des absences pour raison de santé. Derrière ces absences pour raison de santé, on y met trois choses. On y met les arrêts en maladie classique, et puis dans ces arrêts en maladie,
plus particulièrement aussi les arrêts en longue maladie. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir des arrêts fréquents ou des arrêts qui durent dans le temps, en longue maladie, en longue durée ou maladie grave en fonction de si vous êtes en statut public ou privé. Et les arrêts accidents du travail, incluant aussi le trajet, la maladie professionnelle. Donc c'est vraiment ces trois grandes catégories qu'on va mettre derrière les absences pour raison de santé. Et puis derrière ces absences pour raison de santé, il y a finalement trois types d'absences qui peuvent exister. Il y a des absences qui sont structurelles. D'ailleurs, d'une manière générale, pendant les absences, excusez-moi, il y a des absences qui sont structurelles, donc dans le schéma, c'est tout ce que vous avez en orange, sur lequel on ne reviendra pas, c'est les droits tout simplement en absence au quotidien. Vous avez des absences qui sont conjoncturelles, donc c'est tout ce que l'on a mis en bleu canard, j'ai osé cette couleur, sur la diapo. Conjoncturelles, c'est-à-dire qui sont liées à une conjoncture, que ce soit on a une maladie, il y a un événement qui s'est produit, il y a des épidémies, il y a un événement climatique, dans des absences qui sont liées à la conjoncture. Et puis il y a une partie aussi des absences qui sont, qu'on va dire, dysfonctionnelles, qui sont liées aussi potentiellement à des difficultés administratives, des délais de déclaration qui sont longs, des délais de passage en commission ou en comité qui sont longs, des retards de traitement, qui font qu'un certain nombre de ces arrêts peuvent durer dans le temps plus que ce qu'ils ne devraient pour des simples raisons médicales. Et pour finir, promis, ensuite je laisse la parole, dans ces absences, on va parler, même si le terme n'est pas très joli, mais je n'ai pas trouvé d'autre, d'absence compressible et d'absence incompressible. C'est-à-dire que si on prend nos trois grandes catégories d'absence, maladie, longue durée, maladie grave ou accident et maladie professionnelle, il y a forcément une proportion de ces absences qui sont inévitables, qui, comme on l'a dit, elles sont conjoncturelles, c'est un événement qui se produit. Malgré tout, eh bien, ces événements, dans l'ensemble des événements que vous subissez au quotidien, il y a un certain nombre d'entre eux sur lesquels vous pouvez agir. Alors, artificiellement, on a mis des barres rouges pour dire là où on avait peut-être plus de marge de manœuvre, c'est très artificiel tout ça, bien sûr. Mais sur les maladies, il y a forcément des absences qui sont compressibles parce qu'il y a une partie de ces absences qui vont être liées à des phénomènes qui sont générés par l'établissement. Tout ce que l'on a vu avant, que ce soit des conditions de travail, que ce soit des conditions managériales, que ce soit des pertes de sens, etc., qui vont entraîner un certain nombre de ces absences. Donc, vous avez en tout cas, il y a des marges de manœuvre qui peuvent exister, y compris sur les longues maladies ou maladies graves, même si on va considérer que c'est des maladies, bien sûr, toutes ces maladies ont leur légitimité, leur justification, mais peut-être que derrière, il y a un certain nombre de ces maladies qu'on ne prend pas suffisamment bien en compte ou qu'on n'accompagne pas assez pour faire vivre cette maladie dans le cadre du travail. Si je prends l'exemple du cancer, eh bien, il y a peut-être un certain nombre de personnes pour lesquelles il serait même nécessaire dans le protocole de soins qui gardent une activité du travail. Et pas forcément considérer que cette activité, enfin, que le protocole de soins va ne se passer qu'en absence. Bien sûr, ça c'est le protocole médical qui doit le dire, mais en tout cas, c'est une interrogation. Peut-être qu'il y a un certain nombre de ces absences qui pourraient, malgré tout, revenir au travail. Et puis, je ne parle pas, bien sûr, des absences que j'évoquais tout à l'heure sur des difficultés administratives, avec des absences qui durent plus longtemps qu'elles ne devraient. En tout cas, même sur les longues maladies et les maladies graves, on a une part compressible qui est forcément bien plus faible que sur les autres. Et puis, une grosse part compressible qui doit être compressible sur les accidents du travail, puisque a priori, ce ne sont que des accidents qui sont provoqués par l'activité de travail. Et en complément, on vous a mis quelques chiffres, alors qui viennent éclairer, mais aussi pour dire qu'on fait de la prévention. Si on va mettre en place des actions d'anticipation ou de réaction, bien sûr, c'est pour accompagner les gens, pour éviter des souffrances inutiles. Je pense que personne derrière l'écran ne sera pas d'accord avec ce propos, mais on peut aussi se dire que ça fait gagner de l'argent. Et notamment, on a des études, et je ne citerai qu'une ici sur les trois, qui est l'étude OPP-BTP, Office de prévention des professionnels du bâtiment et travaux publics. Alors vous allez me dire, c'est très éloigné de votre activité, mais pour autant, cette étude elle est intéressante parce qu'ils ont regardé sur 100
sans entreprise, sans cas d'usage. Ils ont pris 100 cas d'usage d'entreprises du BTP, du coup, qui ont mis en place des actions de prévention. Donc, ça peut être de l'achat de matériel, de la formation, de la réorganisation de process, en bref. Et dans chacune de ces actions, ils ont regardé combien ça coûtait de faire le travail avant et combien ça coûtait de faire le travail après. La conclusion de cette étude était que pour 1 euro investi, eh bien, on gagnait 2,20 euros en moyenne, 2,19 je crois, en moyenne, pour les actions de prévention. C'est-à-dire que quand on mettait 100 euros dans une action d'achat de matériel, eh bien, soit en gain de temps, soit en nombre d'actes ou en nombre d'actions complémentaires faites ou plus de chantiers mis en œuvre, eh bien, ça faisait gagner grosso modo 219 euros pour 100 euros investis, avec un retour sur investissement qui est estimé à peu près à 1 an et demi. Donc la prévention, en fait, ça fait gagner de l'argent. Ça sera ma conclusion avant de passer la parole à Aurélien. Merci Régis. Alors oui, effectivement, on va repartir de ce sujet des absences et puis voir comment on peut attaquer ces absences dites compressibles. Alors compressibles, ça veut dire qu'à priori, on a une capacité à avoir un effet dessus directement. Ces effets, comme l'a dit Régis, peuvent être multiples et on y reviendra. Première étape pour nous dans cette gestion des absences, c'est de comprendre ces absences et de savoir les analyser. Alors là-dessus, on vous a mis en fait plusieurs outils qui sont des outils classiquement utilisés. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire analyser? Ça revient à faire ce que fait, on va dire, toute personne en action de soins. Ça veut dire commencer déjà à écouter. A priori, on va commencer à écouter son patient pour comprendre ce qu'il a. Une fois qu'on a compris ce qu'il a, on va aller sur des données qui sont des données quantitatives et objectivables. C'est quoi? Ça va être des constantes, une prise de tension, un pouls, une ventilation, une saturation d'oxygène. Voilà, autant d'indicateurs qui sont des indicateurs qu'on peut potentiellement comparer parce qu'on a des référentiels et ça nous permet de dire où se trouve la personne, comment on pourrait l'accompagner au mieux et de commencer à avancer dans les éléments de diagnostic. Alors ces éléments de diagnostic, on vous en a mis 3 pour gérer l'absentéisme ici, 2 qui sont globalement bien utilisés et connus. Le premier, il est nécessairement connu parce qu'attendu par vos obligations au titre de la Haute Autorité de Santé, à savoir la réalisation du document unique. Alors ce document unique aujourd'hui nous dit quoi? Il nous dit que les TMS restent une vraie problématique dans la plupart des établissements, que les RPS sont là et montent aussi, et puis on nous dit souvent un petit sujet que sont les chutes de plain-pied. La chute de plain-pied, c'est quand même quelque chose d'extrêmement récurrent au sein de nos structures. Alors si sur les TMS, les établissements ont largement avancé sur ces sujets-là et voudraient encore aller plus vite, mais parfois pour des questions de moyens, c'est un peu ralenti. On sent que les établissements sont déjà avancés. Il n'empêche néanmoins qu'on est souvent sur des actions qui répondent dans les 9 critères de prévention définis sur des actions de formation, là où on pourrait intervenir un peu plus en amont. Et là-dessus, il va falloir se projeter. Alors, on a parlé de financement aussi. À titre d'exemple, aujourd'hui, 2 appels à projets ont été lancés par l'ARS PACA et Occitanie très récemment. Et on verra que le sujet des TMS sont à nouveau effectivement supportés dans ces appels à projets sur des éléments d'équipement matériel, mobilier ou immobilier. Le deuxième élément sur les phases de diagnostic, fortement utilisé par les établissements, qu'on soit du secteur privé, qu'on soit du secteur public, qu'on soit sur de l'ESMS ou qu'on soit sur du sanitaire, c'est la partie des baromètres sociaux. Alors, ça prend un essor et une dynamique beaucoup plus forte depuis quelques années avec tout le dispositif mis en place par la NFH, qui est l'OPCO sur les établissements publics, et qui permet et qui facilite l'accès à ce genre d'outils. Ce qui ressort de ces analyses, qu'elles soient faites là par la NFH ou telles qu'on nous on a pu les réaliser ou qu'on les réalise aujourd'hui, c'est qu'on voit une vraie perte en fait de sens. Or le sens c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour nos professionnels, c'est ce qui généralement les anime en premier lieu, parce que finalement dans ce métier-là, le sens du métier il est direct, il est directement tangible, visible. On sait pourquoi on le fait, parce qu'a priori on est en lien avec un patient. Et même si on est sur un service technique, logistique au sein d'une structure, on passe dans la chambre et on voit les effets potentiellement de la capacité à remettre en route un fluide ou simplement régler une problématique, je sais pas, de poignée de porte ou d'accès finalement à une douche. Ce sens, il est impacté parce que les gens n'arrivent plus à comprendre comment ils avancent et ne sont plus suffisamment attachés au projet d'établissement et à la dynamique établie. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur ce sujet-là.
Deuxième élément, au niveau du baromètre, ce que ça nous fait ressortir, c'est des problématiques de dynamique collective, qui sont souvent reportées sur des défaillances managériales, mais qui ne sont pas que l'apanage du manager. Ce n'est pas qu'au manager de régler des problématiques de dynamique collective, et c'est à tout ça chacun d'y jouer un rôle. Le manager est un acteur de cette animation-là, mais qui est lui-même pris et embolisé, on le sait aujourd'hui, par des gestions de planning, de la régulation, un petit peu constante, du fait de ses absences. Donc, plus on restreindra les situations d'absence, plus potentiellement on facilitera le travail aussi du manager, bien que on y reste tout à fait conscient que parfois il manque tout simplement aussi de la ressource. Et puis quelque chose qui est assez flagrant dans les derniers baromètres, c'est que si avant les facteurs qui étaient prépondérants dans les études, c'était le ressenti qu'avaient les gens par rapport aux risques physiques liés à leur métier, aujourd'hui la part du ressenti lié au risque physique est 2 fois moindre par rapport à celle du ressenti par rapport à un risque d'ordre psychique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ressentent plus leur métier comme un élément qui leur fait mal sur ces aspects psychiques que physiques. Les TMS sont toujours là, on ne va pas les oublier, il ne faut pas les oublier, mais on a un vrai sujet qui est un sujet bien évidemment national sur la problématique effectivement de cette relation au travail qu'on peut avoir et des impacts que ça a sur son psychique. Et autre élément, et bien évidemment un des plus évidents, c'est celui effectivement de la partie étude des absences pour raison de santé. Alors, cette partie étude des absences pour raison de santé, ce qui va être important pour nous, c'est d'aller travailler, et Madame Gabory reviendra sur des éléments de fréquence, sur des éléments de gravité et de durée, sur des périodes assez longues, parce que si on travaille ça sur 5 ans, on est bien. Si on travaille ça sur 2 ou 3 ans, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Et puis, l'histoire nous en donnera raison avec la période du Covid qui vient effectivement impacter cette vision très largement. Et puis, c'est important de regarder les choses au niveau du métier, au niveau du service. Reliant ça à une activité qui est une activité de couverture de risque pour l'ensemble des structures privées et publiques en France. Il s'avère que dans les données qu'on a, on a rarement, nous, la donnée de service, du rattachement au métier des personnes. Donc, quand on fait des études sur mesure et spécifiques, c'est une information capitale pour nous, parce que ça vous permet, en fait, d'objectiver des ressentis et de pouvoir mieux travailler sur ces sujets-là. Mais encore une fois, je laisserai Madame Gabory revenir. En tout état de cause, ça permet aussi de re-questionner les seuils d'alerte. Souvent, sur la gestion des absences pour raison de santé, les seuils d'alerte sont souvent hauts dans les établissements et on pourrait les passer un peu plus loin. Bon, tout ça c'est bien, mais maintenant on a un diagnostic et il resterait à passer à l'action. Et donc Aurélien, quel type d'action on peut mettre en place pour passer à l'action, comme tu le dis? Alors, on va passer sur le deuxième thème qui est celui de notre perception de l'accompagnement aujourd'hui des établissements, qui est celui d'essayer d'anticiper le risque. Et je vais vous faire un focus sur quelque chose qui fondamentalement pour moi est important, mais dans les échanges que j'ai avec nombre de DRH aujourd'hui sur le territoire, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, et c'est tout ce qui va toucher en fait à l'enjeu de la culture managériale. Sujet qui a été aussi largement porté par la DGOS en tout début d'année 2023. Quand on parle de culture managériale, on ne parle pas de la culture des managers, on parle bien de la manière dont l'ensemble des acteurs d'une structure vont rentrer en relation entre eux. Et cette culture managériale aujourd'hui est un facteur clé pour améliorer des questions de communication, de sens au travail et potentiellement de dynamique collective. Et fondamentalement, pour réussir à travailler cet enjeu-là, trois dimensions et 3 axes sont des leviers finalement qui apportent un petit peu de stabilité, un petit peu de rigueur, sans trop complexifier les choses. Il s'avère que dans ces 3 axes, il y en a un que je rencontre très souvent dans les établissements et 2 autres que je vois peu, ou en tout cas pas suffisamment matérialisés. Le premier, c'est celui de la stratégie managériale. Celui-ci est peu lisible, peu visible. Alors on ne parle pas d'écrire une charte du management, on parle plutôt d'essayer de se donner un cap, une vision de comment on souhaiterait que les gens rentrent en relation et travaillent ensemble d'ici 3 à 5 ans. Cette vision-là est portée par la direction, formalisée par des équipes et jalonnée en fait d'un certain nombre de petits chantiers, de petits travaux qui vont être mobilisés. Ça va être des actions de séminaire, ça va être des formations sur des binômes médico-soignants pour renforcer la cohésion, faire du travail de projet ensemble. Et puis, on va avoir d'autres actions sur de la formation managériale, l'accompagnement finalement des personnes dans leur parcours, dans leurs évolutions. Parce que fatalement, si demain, on les accompagne dans cette évolution-là, si elles sont face à une problématique d'ordre
physiques ou psychiques par rapport à leur métier, elles auront plus de facilité finalement à se transposer ou accepter finalement d'être accompagnées sur un après, parce qu'elles sont entrées dans une dynamique. Donc cet accompagnement, il est fondamental, il doit être structuré par étapes, selon une vision, a priori. Le deuxième point qui est d'importance et qui est là bien présent dans les établissements, c'est celui d'une approche un petit peu macro des priorités d'action. Et si là, vous avez les audits absentéisme, les baromètres sociaux, et tout ce qu'on a vu sur la première phase qui rentre en ligne de compte, c'est autant d'éléments où les établissements créent des ateliers thématiques. Ces ateliers thématiques, c'est des petits groupes qui vont réfléchir pour l'ensemble du collectif à ce qui doit être mis en œuvre en priorité. Et là, parfois, on a une erreur qui est commise par certains établissements, c'est celle de vouloir répondre à tout. Et il ne faut pas chercher à répondre à tout au niveau institutionnel. Il faut chercher à répondre à des grands enjeux stratégiques qui vont toucher la thématique des TMS, la thématique potentiellement de la gestion des situations de harcèlement, de discrimination, ou des thématiques comme celle de l'accompagnement au retour à l'emploi. Et là, on est fondamentalement sur un rôle institutionnel que de définir 3 à 4 actions prioritaires par thématique, sur la base de 3 à 4 thématiques, pas forcément plus, donc on ressort de là finalement avec une douzaine d'actions, et ces 12 actions qui peuvent être facilement conduites, facilement renouvelées également, et facilement communiquées. L'enjeu, c'est de partager ces avancées. Pour ces actions-là, il y aurait... voilà, je pense que là, vous avez compris à peu près l'idée, hein, c'est vraiment plutôt une approche un peu globale. Le troisième pilier, qui est celui-ci pour moi en cours de déploiement dans les établissements, beaucoup d'entre vous ont compris en fait finalement peut-être un point essentiel, c'est que si on veut améliorer les choses, il va falloir rendre l'ensemble des gens acteurs de l'amélioration des situations. On a, de par toute une série d'évolutions réglementaires, conduit les gens finalement à rentrer dans un mécanisme un petit peu stéréotypé de leur activité. Et ce qu'il faut, c'est qu'on leur redonne un rôle dans la construction de ce qu'est leur journée de travail, de comment elle doit être animée, potentiellement modifiée en fonction d'impératifs qui sont les impératifs liés aux patients ou aux résidents. C'est pour ça qu'effectivement on est là a priori. Donc ça constitue et ça doit passer avant tout par l'organisation d'échanges collectifs. Vous allez me dire, mais on a à peine le temps de se voir en réunion. Ben oui, c'est le grand drame, mais la vraie réalité, c'est que si on veut sortir en fait de ce cercle vicieux, il va falloir à un moment ou à un autre se poser et permettre aux gens de reprendre le temps de réfléchir. Une étude récente est sortie, vous le savez très bien, sur l'enseignement et le score, somme toute, critiquable, qui est celui de la France sur un certain nombre d'items. Ce dont on s'aperçoit, c'est que l'accès potentiellement à la formation de nos enseignants est moindre que beaucoup d'autres enseignants en France. Et donc, on peut se poser et reporter ça à la capacité et au temps qu'on laisse aux gens de se questionner sur la manière dont ils font les choses. Et la manière dont ils font les choses, s'ils sont en capacité de poser une réflexion dessus, ils vont l'améliorer pour eux, en termes d'efficience, en termes potentiellement d'impact sur leur physique, mais ils vont aussi l'améliorer dans la capacité de prise en charge des patients, de l'image qui est effectivement, il va être l'image que va avoir l'établissement à l'externe. Alors le manager, on peut lui donner des données disponibles pour l'aider à travailler sur ces sujets-là, mais il va falloir également l'outiller pour l'aider à animer des petites séquences de travail rapides, fluides, sur lesquelles quelques actions vont être traitées et vont être identifiées par les équipes, pour les équipes, priorisées par les équipes et voire prises en main par certains membres de l'équipe. Ces actions-là, elles ont vocation à focaliser les énergies sur un sujet particulier et non pas, finalement, en tant que manager, se retrouver avec des questions qui vont arriver toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, sans cesse et venir polluer l'activité. Et c'est le principe des petits pas. On ne dit pas que cette approche-là, il faut la lancer sur tout l'établissement d'un coup. Par expérience, il faut la lancer sur des services qui sont engagés en partant de la direction du service pour décliner sur l'ensemble des équipes. Alors, quand on est sur des unités beaucoup plus petites, on peut se permettre, sur des petits établissements d'aller plus vite, mais sur des gros établissements, on préférera un format qui est celui du pas à pas, parce que c'est comme ça qu'on apprend à marcher. C'est un pas après l'autre. Donc tout ça c'est bien, mais malheureusement, même si on fait tout ça, on va se retrouver à un moment ou à un autre face à des situations un petit peu complexes. Et donc sur ces situations complexes, et puis je comprends bien, lorsque les événements se sont produits finalement, comment on peut continuer à mettre en place cette démarche?
Alors, quand on vient sur ces situations complexes, on passe sur le dernier pilier en fait de ce qui est une démarche fondamentale de 360 dans l'analyse et la prévention des risques, c'est celle de réagir. La réaction, généralement, elle est conditionnée à l'accompagnement d'un petit groupe, voire d'individus. On n'est pas sur des situations très collectives. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces sujets-là parce que je pense que pour le coup, beaucoup de structures aujourd'hui mobilisent un certain nombre des sujets que j'ai pu vous proposer sur cette planche-là. Si elles ne le font pas encore, elles ont bien compris que c'était le sens de l'action et qu'il devenait nécessaire de le faire. Mais vous voyez que si en tout cas vous n'avez pas initié ces actions-là vont vous permettre de travailler rapidement sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur un certain nombre de risques dits compressibles. En allant accompagner les gens, fatalement, on régule un certain nombre de difficultés. Sur les cellules de pilotage, vous pouvez juste un petit laïus sur les indicateurs. On voit beaucoup d'établissements ont mis en place des cellules de pilotage des arrêts, et en particulier de suivi des arrêts longs. Nous, statistiquement, ce qu'on constate, c'est qu'un arrêt doit être suivi à partir du 30e jour. Parce que au-delà, on sait qu'on va partir quasiment systématiquement sur une période d'arrêt long. Et ce qui nous apparaît important comme autre indicateur, c'est celui de la fréquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a eu plus de 4 arrêts sur une année glissante, il nous paraît fondamental de la recevoir pour savoir si ces absences ont un lien ou non avec l'environnement de travail et de ce fait, si on peut avoir une action pour gérer la situation. Merci Aurélien pour ces éclairages. Et si on veut entrer un petit peu plus dans le concret, on va échanger avec Madame Gabory, que je remercie, qui n'apparaît pas à l'écran, je crois, pour vous, en tout cas pour moi, je ne suis pas sûr. Mais on vous entend, je pense. Donc, Madame Gabory, vous êtes, donc, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes directrice adjointe en charge des ressources humaines de l'hôpital Princesse de Grâce à Monaco. Madame Gabory a disparu, mais va pas tarder à revenir. En attendant, ils vont profiter pour répondre déjà à quelques questions qui se sont posées, qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, une première question qui nous demande dans le taux d'absentéisme. On compte quel type d'absence? Alors, le taux d'absentéisme que j'évoquais tout à l'heure, il est uniquement sur le personnel de la fonction publique hospitalière, donc il n'inclut pas les personnels d'établissements privés. Et donc, ça va être toutes les absences pour raison de santé. Donc, on va intégrer dedans la maladie ordinaire, puisqu'on va parler de maladie ordinaire dans la fonction publique hospitalière, la longue maladie longue durée, les accidents du travail, donc accidents de service, accidents de trajet et maladies professionnelles. Et donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. On nous demande aussi si on pouvait rappeler ce que veut dire l'absentéisme, l'absence compressible. L'absence compressible, ça va être l'absence dont le seuil est forcément difficile à définir, mais c'est l'absence sur laquelle on estime qu'on a matière à agir et que cette absence, elle est liée soit à des problématiques organisationnelles, soit à des problématiques de conditions de travail, soit à des problématiques de management, pas toutes les problématiques qu'a évoquées Aurélien juste avant, soit des problématiques administratives, parce que voilà, on va avoir des délais de déclaration, on va avoir des délais de passage en comité médical, etc. Et donc, c'est des absences sur lesquelles finalement, on a un potentiel d'action. Ça ne veut pas dire que ces actions sont toutes évidentes et faciles à mettre en œuvre, mais en tout cas, on a un potentiel d'action. Donc, je vois avec plaisir que... Oui, on a retrouvé Madame Gabory, donc c'est parfait. Madame Gabory. Désolée, c'est peut-être le côté étranger. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, donc directeur adjoint et chargé de tout ce qui est ressources humaines. Donc, c'est des sujets, bien évidemment, parce que j'ai 20 ans d'expérience dans les établissements de santé et j'ai rejoint depuis 2009 le centre hospitalier Princesse Grâce. Et j'ai envie de commencer cette intervention. Je pense que le premier des risques en matière d'absentéisme, c'est l'ignorance. Et donc, c'est à un moment donné, il est important de se doter d'une approche méthodologique pour pouvoir avoir un diagnostic qui soit le plus exhaustif avec des indicateurs pour qu'on puisse avoir des éléments
objectif sur l'absentisme, parce que derrière le mot absentisme, comme vous l'avez très justement dit, il y a une multiplicité d'absentisme. Alors de quoi parle-t-on? Et je pense que cette approche-là, telle qu'on a pu la voir avec vous, ça nous a permis d'avoir un diagnostic. Ce diagnostic, il doit être avec quelques années de référence. Alors difficile, hein, je vous fais notre retour d'expérience. Pour ce diagnostic, il faut faire attention puisque nous avons été tous parasités par la crise sanitaire. On ne veut plus en parler, mais elle pèse lourd sur les derniers exercices. Donc, je vous invite dans ce diagnostic à prendre une année de référence avant le Covid pour pouvoir avoir une base de données et que vous puissiez la comparer déjà dans son propre établissement avec d'autres établissements parce qu'on s'enrichit aussi des éléments de diagnostic qu'on peut avoir d'autres établissements. Donc, pour ce diagnostic, je pense que c'est important qu'on puisse avoir des éléments quantitatifs. On les a souvent au travers de nos bilans sociaux et maintenant nos rapports sociaux uniques. L'avantage de mener cette approche diagnostique, c'est qu'on va au-delà d'indicateurs bruts et on peut avoir des indicateurs plus qualitatifs sur ce que vous avez appelé l'absentéisme compressible et l'absentéisme incompressible. Donc, moi, je vais illustrer pour l'absentéisme incompressible. Nous sommes des entreprises à grosse composante féminine. Et donc, l'absentéisme incompressible, quand nos populations féminines sont en âge de procréer, nous avons un fort taux de congé maternité. Et ce qu'on s'est rendu compte au travers de ce diagnostic, c'est que comme on est avec des métiers qui sont à charge physique, mais à charge mentale, comme vous l'avez très justement dit, forcément, il y a dans une logique de prévention par rapport à la maternité, on constate que quand on a des arrêts maternité, on a également des arrêts maladie avant et après COB. C'est une réalité. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est une femme qui le dit, donc je suis très à l'aise pour le dire. Il n'y a pas de plus d'analyse et on se rend compte que la durée des arrêts maternité et d'arrêts maladie vont jusqu'à, on est sur une moyenne de 90 à 100 jours. Donc là, on est bien dans les analyses si, en fonction de la démographie de nos populations, il est important pour nous, DRH, et de partager ce diagnostic avec les équipes managériales, avec les partenaires sociaux au travers des CHSCT. Selon la démographie, il est important d'identifier cette part liée au congé maternité. Alors, je sais bien qu'il y a eu des thèses où on a dit que quand il y avait un mal-être dans une société, on pouvait anticiper ou différer son départ en maternité. Je pense qu'à un moment donné, quand on est en âge de procréer et qu'on a le choix d'avoir un enfant, je pense que là-dessus, c'est une réalité à prendre en considération. Donc là, on est sur j'illustre à travers de ce qu'on va appeler un taux sur lequel on n'a pas d'action en tant qu'employeur. Par contre, on peut être très vigilant sur ce qui est les arrêts avant le COB et les arrêts après le COB et la question du retour à l'emploi, mais j'y reviendrai en ayant par exemple un accompagnement des futures mamans dans leurs conditions d'exercice. Nous, on a notamment des référents allaitement, on a mis tout un dispositif de crèche et on voit aujourd'hui que ces actions ont permis d'anticiper des retours à l'emploi et dans de bonnes conditions pour ne pas culpabiliser les mamans. En ce qui concerne toujours le diagnostic, je pense que au-delà des éléments, je ne reviendrai pas, mais vous l'avez très justement dit, il faut se doter d'un certain nombre d'indicateurs. Et ces indicateurs en matière d'absentéisme, et notamment pour tout ce qui est absentéisme compressible, et moi je vais en centrer deux, c'est la maladie, qui globalement dans les établissements de santé, c'est en moyenne plus de 50% de notre absentéisme, de la part de notre absentéisme. Je ne parle pas en taux d'absentéisme, je parle en part, en proportion sur les causes d'absentéisme. Et après, nous avons tout ce qui est les problématiques maladie ordinaire, mais qui va après sur le congé de longue maladie, sur les congés de longue durée, selon les droits qui sont les nôtres ou les conventions qui régissent tout ce qui est les arrêts de travail. Et après, également, un gros travail, et c'est comme ça que nous, on a connu reliance avec notre assureur loi sur la problématique des accidents de travail au sens large, qui couvre les accidents de travail sur le lieu d'exercice, mais également les accidents de trajet et tout ce qui est maladie professionnelle. Donc là, on est sur les accidents de travail et sur la maladie ordinaire, sur ce qu'on peut travailler en termes d'absentéisme compressible. Là aussi, attention, selon les baromètres, je pense qu'au niveau de l'absentéisme et dans le diagnostic, il faut bien qu'on regarde notre périmètre d'absentéisme et les différentes causes qu'on va faire rentrer dans notre taux d'absentéisme et dans notre suivi d'absentéisme.
À partir de là, se doter d'indicateurs qui sont en termes d'exposition, d'indicateurs en termes de fréquence et en termes de gravité. Là encore, de quoi parle-t-on? Et à partir de là, donc ces éléments diagnostiques, il faut les partager avec le plus grand nombre, les partager avec les partenaires sociaux au travers des CHSCT. Alors nous, on a des CHSCT, je sais qu'en France, c'est un nouveau comité qui régit ces problématiques-là, mais ça revient au même. Donc, on en parle avec les partenaires sociaux, là encore dans le souci de dire, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui sont ignorants. Partageons et analysons ensemble notre profil d'absentéisme et son évolution, d'où l'intérêt de se doter d'une base de référence et d'une base de données. Sur 3 ans, ça paraît cohérent. Mais là encore, je vous le redis, neutraliser l'impact Covid qui peut vraiment parasiter l'analyse. Et après, parce que le diagnostic, en médical, on l'apprend bien, un bon diagnostic, c'est déjà une bonne partie de la thérapeutique. Donc, ce diagnostic-là, des indicateurs qu'on suit, puisqu'on peut avoir des données, des éléments conjoncturels et des éléments structurels. Et là encore, comme vous le disiez très justement, on n'agira pas de la même manière. Il ne faut pas qu'on veuille mener tout de front. Donc, il faut, sur cette base du diagnostic, après, travailler en termes d'action et de prévention. Et ce que je souhaiterais aussi évoquer, c'est qu'il faut travailler sur les absents, il faut travailler sur le retour à l'emploi, mais il faut travailler aussi sur les présents et le maintien dans l'emploi. Ces 2 approches-là doivent être menées de manière concomitante avec les mêmes équipes pour pouvoir avoir des résultats dans la durée et surtout, puisqu'on a parlé en termes d'absentéisme, en matière d'RH, les financiers, on a parlé des coûts et finalement qui sont importants pour l'entreprise, mais parlons aussi du coût qui est pour moi le risque social, c'est le sentiment d'inéquité ou d'équité sur lequel les jeunes générations sont très attentives. Donc là encore, c'est un sentiment, c'est-à-dire que les gens absents font peser sur les gens présents, donc c'est toutes les logiques de remplacement. Et donc là encore, attention, ayons ce souci de l'équité, parlons des absents, travaillons sur les absents, accompagnons les absents, mais ne stigmatisons pas ces absents. Pour autant, prenons soin aussi des gens qui sont présents et de l'impact de l'absentéisme sur ces populations-là. Je pense que c'est un sujet qui est à évoquer et à traiter. Après, ça reste un retour d'expérience. Chaque établissement a son histoire. Et donc là aussi, je vous invite à prendre la mesure quand on est dans des entreprises publiques, dans du privé, les données qui sont exogènes, c'est-à-dire les données liées à la législation. Donc, en fonction des dispositions statutaires applicables par rapport aux gens absents, c'est sûr qu'on peut avoir des comportements différents. Moi, j'ai envie d'avoir une vision un peu plus sociale et humaniste en me disant que on peut tous avoir des incidents de parcours et heureusement que dans des établissements publics, dans lesquels j'ai toujours exercé, on ait des congés de longue maladie, des congés de longue durée. C'est les accidents de vie qui peuvent nous arriver, un traitement de cancer. Heureusement que nos professionnels peuvent bénéficier d'une protection sociale. Il en est de même pour les accidents du travail. Donc oui, ça peut être, et on l'a vu, les résultats, on a réduit l'absentéisme, notamment l'absentéisme de courte durée quand on a mis en place des systèmes je cherche mon mot, de pénalité par rapport aux jours de carence. Mais j'ai envie qu'on sorte aussi de ce débat-là. C'est vrai que ça a un impact. Il y a des gens qui font, par rapport à la relation au travail, ils font un arbitrage du bénéfice-risque, mais on ne peut pas agir que sur des comportements isolés et stigmatiser les solutions qu'on va apporter par quelques comportements dissidents. Et c'est là où c'est important qu'on s'empare du diagnostic avec une gestion en proximité. Le management de proximité a beaucoup à jouer sur les actions de maintien à l'emploi, a beaucoup à jouer sur les actions de retour à l'emploi. Et nous, c'est vrai que on a partagé le diagnostic et maintenant on est allé dans des plans d'action complémentaires à ceux qu'on avait déjà initiés. Vous avez parlé des TMS, vous avez parlé des conditions de travail. On investit beaucoup. Les approches d'ergonomie sont intéressantes. L'accompagnement formation, la mobilisation aussi d'une psychologue du personnel par rapport à des signes avant-coureurs avant de l'absence. Mais derrière, il y a aussi un travail qu'on est en train de mener sur le retour à l'emploi. Donc concrètement, à l'issue du diagnostic, ce que ça nous a permis d'apporter par rapport au plan d'action déjà initié et à le piloter toujours dans une logique de cohérence d'ensemble sur le retour à l'emploi.
Et ce retour à l'emploi, il a 2 cibles aujourd'hui dans l'établissement. Un retour à l'emploi sur les gens qui ont été absents très longtemps, qu'on doit accompagner avec des choses lourdes, avec des restrictions définitives, voire des inaptitudes à leur métier. Donc, tout un dispositif d'accompagnement de ces professionnels où on associe la médecine du travail, l'ensemble des acteurs. Et là, vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, il faut mobiliser les moyens et qu'on fasse un parcours de ces professionnels parce qu'autrement, ça peut être préjudiciable des délais de gestion, des délais d'intervention et on contribue au cercle vicieux et non pas au cercle vertueux du retour à l'emploi. Et ça, il faut vraiment le prendre à bras le corps, mais aujourd'hui, on est confronté aussi à des réalités d'accès à des expertises, d'accès à des soins. Donc, on a la chance dans les établissements de santé où on peut proposer, on ne peut pas imposer, mais effectivement des parcours de soins aux professionnels qui vont réduire les risques liés à cette marginalisation par rapport à une problématique de santé. Donc, nous, ce point-là du retour à l'emploi, il a été ciblé, donc où on a fait une expérience pilote et maintenant qu'on va généraliser en mobilisant l'ensemble de l'encadrement de proximité dans cette démarche-là et qui seront porteurs des accompagnements de retour à l'emploi, là encore, sans culpabiliser et de faciliter aussi un retour à l'emploi et d'insertion dans les équipes, qui ne soient pas vécus comme ceux qui arrivent avec l'estampille des gens avec restrictions médicales. Et le deuxième axe du retour à l'emploi en termes de formation, ça va être ce qui est de l'ordre d'un peu plus de l'absentéisme attitudinal, d'essayer de voir un petit peu sur des absentéismes de courte durée, les problématiques sous-jacentes. On n'est pas là pour se substituer à ce qui peut se passer à l'extérieur de l'entreprise, mais il est important d'identifier les marqueurs éventuels par rapport à de l'absentéisme de courte durée. Et on voit notamment au travers le diagnostic que nous, la population jeune, est plus encline à s'arrêter sur des arrêts de courte durée, mais avec une fréquence de ces arrêts qui est plus importante que une population plus âgée qui, elle, va s'arrêter de manière, il n'y aura pas une récurrence des arrêts, mais sur des arrêts plus longs. Là encore, on n'aura pas les mêmes actions à initier. Donc, il n'y a pas de solution miracle et je pense que c'est cette mobilisation sur des actions managériales et après toujours d'être en vigilance sur les aspects conditions de travail, conditions d'exercice au travail, comme vous l'avez indiqué. Alors effectivement, je parle de manière un peu facile puisqu'on a la chance à Monaco d'avoir, nous n'avons pas de postes vacants, on a l'ensemble des effectifs et on a mis en place une politique de remplacement. Donc ça veut dire qu'il y a sur le côté attitudinal, il faut qu'on fasse attention puisque l'excès de la dérive, comme on n'a pas le sentiment de se culpabiliser par rapport au présent, ça peut être parfois une incitation à des arrêts de courte durée. On en a conscience, donc là aussi il faut le réguler et s'appuyer sur le collectif et sur ce sens aigu de l'équité. Je pense qu'après, à un moment donné, montrer que par ce comportement-là, eh ben, on se met aussi soi-même en difficulté et on faillit dans ce qui est l'engagement qu'on doit avoir en tant que professionnel de santé. Après, ben, j'ai envie de dire que ceux qui ont envie de jouer, ben, ils jouent. Et là, on met aussi en place des moyens de rétorsion. Hein. Je pense que la peur du gendarme, elle doit aussi être activée à bon escient. C'est pas l'outil unique, mais voilà. Ce d'autant plus que nous n'avons pas aujourd'hui de jour de carence. Voilà, il y a un système très protecteur parce que on cotise à un organisme qui gère la sécurité sociale à Monaco en tant qu'employeur public, qui elle applique 3 jours de carence, mais nous on assume dès le premier jour d'absence l'intégralité du maintien de salaire. Donc les rétorsions qui peuvent émaner de ce système de sécurité sociale et de contrôle n'interviennent qu'à partir du 4e jour. Donc ça reste une minorité, mais là il faut faire attention aussi, et j'en arrêterai là, de ne se polariser en termes d'action sur l'absentéisme que ce qui est la partie immergée de l'iceberg, de se dire on va parce qu'on a quelques comportements et c'est de ça dont on parle dans les équipes, parce qu'on parle des quelques comportements qui ne sont pas vertueux, mais effectivement ça nous parasite complètement par rapport à des actions qu'on doit mener au plus grand nombre. Et je crois que là, la loi de Pareto, elle a tout son sens, la loi des 80-20. Donc, arrêtons, et souvent les syndicalistes ou même les cadres viennent sur quelques situations isolées, on en fait une généralité, et là encore, attention, revenons à des données objectives sur le diagnostic de l'absentéisme. D'où l'intérêt de s'appuyer sur une démarche
objective telle que la vôtre et que nous, on puisse derrière s'approprier les outils et les faire vivre au quotidien. Et donc, nous, l'équipe RH, on a également été formés en complément sur tout ce qui est les éléments statistiques et de l'absentéisme pour pouvoir se doter d'indicateurs macro en termes d'aide à la décision pour le reporting direction générale, mais également pour travailler et irriguer dans l'ensemble des secteurs RH qui sont mobilisés en termes de prévention des risques TMS, qui sont mobilisés en termes de suivi des accidents de travail, qui sont mobilisés sur le risque psychosocial et tout le travail aussi qu'on initie avec le CHSCT. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long parce que c'est des sujets qui forcément nous passionnent, mais qui doivent être mis en place avec des actions concrètes au quotidien. Merci beaucoup. Alors, personnellement, je pense que j'aurais aimé que vous soyez encore beaucoup plus long parce que je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais on est sur un temps contraint. Moi, j'aurais quand même une question à vous poser, mais avant ça, juste... nous avons mis en place un petit sondage que vous voyez en bas à droite, hein, s'il y a des personnes, parce que comme le temps est très court, hein, 1 heure, ça passe très vite, hein, s'il y a des personnes qui souhaitent continuer les échanges avec nous sur l'absentéisme, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui est en bas à droite. Et en attendant que vous répondiez, Madame Gabory, moi j'ai juste une petite question. Vous avez parlé, vous avez parlé de vos organisations syndicales. Comment ça a été perçu par les organisations syndicales, le fait que vous vouliez porter un diagnostic sur l'absentéisme et le plan d'action qui en est issu? Comment s'est passé le dialogue et est-ce que ça a été bien accepté ou pas? Alors, nous, on a 2 instances, hein. On a le CHSCT et le CTE encore. Donc, comme on avait initié un travail conjoint avec le CHSCT et on a saisi l'opportunité de mettre en place le diagnostic en même temps qu'on avait mis en place une démarche de reconversion professionnelle sur les absences de longue durée, un travail qu'on avait fait avec l'OMT. Donc, il y a eu un capital de confiance en se disant ils ne sont pas que dans la peur du gendarme et dans une régulation puisqu'ils ont investi dans un domaine d'accompagnement des reconversions et avec des résultats tangibles on se donnait 1 an, 12 mois avec des reconversions qui ont été réussies. Et après, avec des constats conjoints où à un moment donné, l'avenir du professionnel ne pouvait pas être dans l'établissement, mais on a mobilisé des moyens et des expertises sur ce domaine-là. Donc, comme on avait commencé dans une approche qui pouvait nous servir après sur la prévention, le CHSCT a été dans un capital de confiance et ça les a aidés aussi puisqu'on leur a livré l'ensemble du diagnostic. Donc, on n'a rien caché sur les services, sur les corps et grades les plus concernés. Il y a eu toute l'analyse qui leur a été transmise et eux ont travaillé sur un outil quand ils mènent leurs enquêtes en termes de prévention. Donc, mais on a là-dessus la chance. Nous, en fait, c'est un peu inversé par rapport à la France. On a un CTE qui est plus incisif que ne l'est le CHSCT, puisqu'on a des gens qui se sont investis, ont commencé à acquérir, même s'ils étaient représentants du personnel, un certain nombre de compétences. Donc, après, ils jouent leur rôle quand ils doivent jouer leur rôle. Et nous aussi, on reste dans notre position. Mais par contre, on a pu, ce partage-là a permis, là encore, de sortir un peu de l'ignorance. Comme partager des documents uniques sur les risques professionnels, c'est déjà de se dire, c'est pas que l'affaire de spécialistes, mais on s'appuie sur des méthodologies, on s'appuie sur des indicateurs, on partage et on réalise notre diagnostic. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien, très bien. Je vous remercie. Alors... Désolée pour la caméra, je ne fais rien, c'est elle qui supprime. C'est pas très agréable, mais je peux pas faire autrement. J'essaye de l'activer, mais malheureusement. On vous a entendu et c'est déjà beaucoup. Donc merci beaucoup. Il va être malheureusement le temps de conclure ce webinaire. Il y a juste une dernière question à laquelle je souhaite répondre avant de conclure sur les études qui pourraient exister spécifiques, les études de ROI, j'ai parlé du ROI sur l'OPPBTP tout à l'heure, les études qui seraient plus spécifiques aux établissements hospitaliers. Alors vous aurez des références dans le document sur d'autres types d'études qui existent et qui sont plus généralistes. Là, j'avais focusé sur le PPBTP parce qu'ils avaient des résultats qui étaient vraiment très marquants et je vous invite vraiment à les regarder parce qu'au-delà la thématique BTP, la méthodologie qu'ils ont utilisée est très simple et très efficace. En tout cas, moi, il me reste à vous remercier. Vous, d'abord, Madame Gabory, pour avoir bien voulu témoigner de votre démarche. Merci Aurélien pour
pour tes explications sur la façon de mener ces démarches. Et merci à vous toutes et tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et des bonnes fêtes, puisqu'on commence à rentrer dans la période où on peut se souhaiter des bonnes fêtes. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.